Produit avec le soutien de la MDJS. Bonjour à tous, nous sommes sur Radio Ma'arif pour un nouvel épisode du podcast Icônes. C'est le podcast qui met en lumière des icônes nationales à travers le témoignage de passionnés, en tout cas de gens qui veulent leur donner ce statut-là. Et aujourd'hui, je retrouve un habitué de ce podcast, Reda Allali, qui commence à prendre ses marques, je vais vous la faire à chaque fois. Chroniqueur, musicien, journaliste, entre autres, étiquette, etc., etc. Et Aïcha Aqlaï, ancienne directrice de publication de Tel Quel, entre autres étiquettes également. Alors, ils sont là pour nous parler de deux icônes et je vais demander à Reda de commencer parce que apparemment tu es un personnage dont je n'ai jamais entendu parler. Je suis curieuse en fait. J'aimerais que tu commences par celui-ci. Je peux te garantir que c'est un des personnages que je voulais mettre en avant depuis quasiment le premier numéro de Icône. C'est Mustapha Albiez. Je m'en excuse. Je suis sûre que je vais en énerver beaucoup, mais je ne sais pas qui est. Alors, Mustapha Albiez, techniquement, c'est un footballeur. J'aime bien le techniquement. Ça explique ma méconnaissance. Voilà. C'est un défenseur central, stopper. À l'époque, on parlait de stopper et de libéraux. Donc, c'est un numéro 4. C'est quelqu'un qui a joué dans l'équipe du Maroc dans les années 80 et en particulier à cette fameuse Coupe du Monde 86. Alors, on va vite parler de foot rapidement. C'est un homme dur. C'est-à-dire c'est le défenseur qui est très difficile à passer dans ce foot marocain, ce foot africain des années 80 qui joue sur des terrains un peu improbables, dans des conditions pas géniales en termes de déplacement, etc. On n'est pas du tout dans le foot d'aujourd'hui. On est dans un foot qui est très très physique et qui se limite très souvent au combat. Et ce bonhomme-là a été héroïque dans tous les combats qu'il a menés. Et quand il y avait le Biez à sa tête, je vais vous donner juste une statistique. Pour aller en Coupe du Monde, on joue contre le Sierra Leone, on prend pas de but, aller-retour. On joue contre le Malawi, on prend pas de but, aller-retour. On joue contre l'Égypte, on prend pas de but, aller-retour. Okay. On joue contre la Libye, on prend un but, mais on s'en fout parce qu'on avait marqué 3 avant. Ensuite, on va en Coupe du Monde, on joue contre l'Angleterre, on prend pas de but. Ah ouais. Ah non. Ah ça c'est joli. Ensuite, on va jouer contre la Pologne en Coupe du Monde, on prend pas de but. Et on joue contre le Portugal, on en prend un, on s'en fout, c'était 3-0. Dans ton regard, je lis un truc. Est-ce qu'il casse des gens? Est-ce qu'il tue des gens sur son c'est pas un méchant bonhomme. Moi, je parlais de sa personnalité après. Je finis juste, on joue contre le Portugal, on mène 3-0, on en prend un. Et là, le drame, Albiez se blesse. Mais il se blesse comment? Il se blesse même pas dans le jeu. Il se blesse dans la célébration. C'est Aziz Boudrabala, Oudrabo avec le genou au niveau de la côte. Biez à la côte fracturée. Et là, on va jouer contre l'Allemagne, 8e de finale de la Coupe du Monde. Quand même, c'est la plus grosse performance du foot marocain dans l'histoire. Cette 8e de finale de la Coupe du Monde 1986. Le Biez n'est pas là et on prend le 1-0. Donc en résumé, je sais pas combien il y a de matchs, mais il y a un seul but avec le Biez sur le terrain pendant quasiment une année. Voilà. Je vous parle d'un foot des années 80, il n'y a pas de réseaux sociaux. Ce bonhomme n'a jamais parlé. J'ai mis des années à le traquer pour pouvoir le faire parler et il nous a parlé. Il m'a parlé. Mais tout ce que j'ai vu quand je l'ai rencontré, c'était ce que je soupçonnais. Mais alors je t'arrête 2 secondes juste parce que ça m'intrigue. Tu as cherché à le retrouver parce qu'il a disparu après cette fameuse Coupe du Monde? C'est encore plus que ça, c'est encore pire que ça. Alors juste pour comprendre un peu ce qui s'est passé, Mustapha Albiez est transféré. Alors il a fait l'essentiel de sa carrière à Berkane. C'est un homme de 16 ans, papa rifin, papa combattant de 2e Guerre mondiale, Goumier du 2e Tabor qui débarque. C'est pour ça en fait j'avais fait le papier il y avait combattant de père en fils quelque part. Donc famille plutôt solide physiquement. Papa donc soldat, fils et à la fin de cette Coupe du Monde donc il a joué pour aller vite au MAS, surtout à Berkane, un petit peu au MAS, au Kaukab, au Raja, mais bon, c'est surtout un joueur de l'équipe nationale, c'est comme ça qu'il faut s'en rappeler. Il a un contrat qui l'emmène dans un club de première division portugais qui s'appelle Penafiel. Et il y a un agent qui lui promet que ce Penafiel est une sorte de marchepied, c'est la première division portugaise statut professionnel, pour aller jouer au Mastra Racing, qui est le gros club qui se monte, l'équivalent du PSG aujourd'hui, le club avec beaucoup d'argent, où a joué Aziz Boudrabala par exemple. Et alors c'est là où j'arrive à la personnalité de Biez. Alors le Biez, c'est quelqu'un de très entier. C'est la parole donnée, c'est le klima, c'est l'oujah, c'est nefs, c'est tout ce que tu veux. Voilà. Quand il arrive là-bas, il comprend que c'est fait arnaquer sur le salaire. Oh mon Dieu, pardon. Je fais des commentaires parce que... Non, mais il faut comprendre qu'à l'époque, les joueurs étaient livrés à eux-mêmes. On parle de joueurs qui étaient plus ou moins vendus par la fédération, il n'y a pas beaucoup d'agents, pas d'internet, mal formés, mal informés. Il arrive là-bas, il s'est fait avoir, il a 27 ans, il a 28 ans. Il pique une crise, ça y est,
je rentre chez moi. Oui, mais si tu rentres chez toi, tu pourras plus jouer au foot, y compris au Maroc, parce que tu peux pas changer de club au milieu de l'année sans contrat. Mais Shirley, Baraka Alia, merci, au revoir. Depuis ce jour-là, plus personne n'a vu Billet sur un terrain de foot, alors qu'il avait 5-6 ans de foot devant lui. Et quand tu le connais, c'est exactement ce personnage-là que j'ai envie de mettre en avant. Une sorte de, disons, roufix, disons, on peut dire ça comme ça, mais avec Droiture. un grand sens de l'honneur. Voilà. Alors, donc, je retrouve le Biez, et là, je vais vous raconter un peu. Alors, il y a le Biez, le footballeur, on a parlé, et il y a le Biez, le rebelle. Voilà, parce qu'il y avait ce côté-là, ce bonhomme-là, avec sa coupe afro, qui était pote de Dolmi. Alors, je sais même pas par où commencer. Donc, on a passé beaucoup de temps et il m'a raconté, je racontais par exemple comment le Biez arrive en équipe nationale. Le Biez arrive en équipe nationale, la première fois, c'est un match au Brésil. Donc, il me raconte comme ça qu'il arrive de Balkan et il se retrouve à Rio. Sans transition, aucune. Voilà, donc il est tout content d'être là. Il se met à côté de Dolmi, qui est son idole. Il avait copié sa coupe. Et Dolmi, alors on fait une première réunion d'équipe, voilà, où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on dort, l'argent de poche, le match, les entraînements, le transport, tout ça, etc. Et là, au milieu de la réunion, Dolmi qui lève le bras, qui dit, lui, il regarde sur le midi, je mets la binge. Il faut qu'on rentre parce qu'il y a une histoire de prime qui n'a pas été reversée à 2 joueurs blessés à Casa, je sais pas quoi. Donc, Dolmi, c'est ça, hein, c'est vraiment le syndicaliste, voilà. Et là, le Biez, il est fou. Il te dit, moi, j'habite à Belkan. Je suis à Rio. Rio, je retourne pas chez moi. Et il lui rajoute un deuxième truc. Il te dit, en plus, il y avait des cailloux. Et moi, je les mange, les cailloux, je reste. Et donc, il y a une espèce de tension entre les deux gars. Il s'est dit, à chaque fois que j'étais à côté du Biez, le Biez demandait des trucs, il cherchait la merde, il cherchait la confrontation avec la fédération, ils appelaient les gendarmes, hein, parce que c'était des militaires, c'était Bamous qui était à la tête de la fédération. Il se retrouve pareil quand il revient à Casa, c'est drôle ça aussi, quand il revient à la forêt de Marmora, il y avait le centre d'entraînement, voilà, exactement, et pareil, il arrive, donc il prend un peu ses distances avec Dolmi parce qu'il lui fait peur dans son côté un peu naqabiste, et pareil, il déclenche une grève parce que, je cite, steak Kassa. Et là, le Biez devient fou. Et il te dit, il va voir Dolmi, c'est des films qui veulent dire, il va Sultan. Et le Biez, qui a dit, qu'il a Sultan, c'est حاجة واعرة, هذاك الستيك اللي كياكل ما عرفش كيفاش داير. Il me dit, أنا شفت ستيك توصل l'équipe nationale. Et en fait, Dolmi savait ce qu'il faisait. Il mettait la pression sur la fédération parce qu'il avait besoin de mettre ça pour qu'ils aient les meilleures conditions. Et ils sont devenus des grands potes, vraiment intimes. C'est ensemble que je les ai rencontrés. Et ça a été une sorte de duo un peu rock'n'roll qui se mettait à l'arrière de l'avion à fumer des Winston pendant les voyages. Ils n'osaient pas parler à Dolmi, ils parlaient à Biez, à écouter de la musique. C'est des gens qui sont très très dans le rock des années 80, qui est un peu leur culture. C'était vraiment deux potes. Voilà. Et quand je les ai vus tous les deux. Par exemple, Biez, juste pour terminer sur ce côté un peu rebelle, quand il revient de la Coupe du Monde 86, la Hassan II avait organisé le retour de la Coupe du Monde 86 qui allait coïncider avec son anniversaire, le 9 juillet, c'est la Eid Shabab. Et donc il allait faire un gros truc avec Nawal Moutsawakil, Saïd Aweta, un grand ballon en fer de Rahal, je pense, l'équipe de foot et le tour d'honneur parce qu'on est devant des champions. Ça. Et là, Biez, en toute décontraction. D'autres choses à faire ? Non, il demande les primes avant d'y aller. Des sections par d'ici, on va jamais les avoir. Et finalement, il perd pas le Nord. Non, il perd pas le Nord, mais il le sait, il a raison, parce qu'ils vont mettre plusieurs mois à être payés, et lui-même va rester tout l'été dans le fameux hôtel Samir de Mohammedia pour bénéficier, pour prendre en nature un peu ce qu'on lui doit. Et il y a des histoires comme ça sur le Biez, il y en a énormément. Je vais raconter la dernière, c'est Hassan II qui les reçoit avant d'aller en Coupe du Monde. Et le Biez, juste 6 mois avant, il avait donné un crochet gauche à un arbitre, et il avait été suspendu. Et à l'époque, quand tu étais suspendu en Afrique, tu n'étais pas suspendu dans le monde. C'était un autre football, hein. C'est pas comme aujourd'hui où tout est médiatisé. Donc il avait allongé l'arbitre à la fin de Maroc-Égypte, il a pris sa suspension, il allait en Coupe du Monde, et là, Hassan II les reçoit, et dit, voilà, vous représentez le Maghreb, l'Arabe, le Musulman, l'Afrique, كل هنا كنتقبلوا الهزيمه ما كنتقبلوش شي حاجه سميتها ورقه حمراء ولا شي يا كسي البياس. Et là, le Biez se mortifie, il est nommément, il est nommé, et là il va demander, il est pointé du doigt. Ouais, il va dire à Faria, l'entraîneur, il dit, moi, même chiche. Ça sert à rien que j'y aille comme ça avec le frein à main, avec un arbitre. Non, avec un arbitre qui et on m'a demandé spécifiquement de pas prendre de rouge. Je prends quelqu'un d'autre qui va jouer. Je peux pas jouer dans ces conditions. Alors Faria, qui avec son statut de Brésilien, il pouvait répondre à Hassan II, va voir Hassan II et dit, écoute, j'ai besoin de Biez, super joueur, là, Tzayar, avec ce que vous lui avez dit, ça. Non, moi j'ai parlé de mouvements extrasportifs, des arbitres, des protestations. Après, dans le jeu, le foot, on connaît le foot, il faut des gars comme ça, on en a besoin. Alors Faria retourne chez le Biez, il t'a dit, bon, le Malik, c'est cool, quoi, tu peux jouer, c'est juste pas de faire des bêtises avec les arbitres et tout. Il fait, non, après,
Et effectivement, il est parti. Il est parti. C'est comme ça qu'il a fini sur le terrain, qu'il n'a pas pris de rouge. Mais je peux parler de BS comme ça pendant c'est cette espèce de sens de l'honneur, droiture. Par exemple, l'arbitre qu'il avait aligné, l'arbitre sénégalais, il explique que dans le fameux couloir du stade du Caire que les journalistes connaissent parce qu'il est en diagonale sous le terrain, c'est un énorme tunnel où il se passe beaucoup de choses affreuses, en particulier pour les équipes qui se déplacent. Il avait commencé à grogner auprès de l'arbitre en disant voilà, on a pris un coup franc, il n'y a pas coup franc, il n'y a pas coup franc, dans un français improbable parce qu'il parle pas bien français, et l'arbitre lui répond un truc du genre dans sa tête, ça veut dire j'ai Mandikindir, c'est-à-dire on est en Égypte. Et là, bim, crochet du gauche. Merci, au revoir. Mais pour lui, il a raison. C'est-à-dire, tu lui enlèveras jamais ça. C'est pour ça. Il a quitté ce monde. Il a quitté ce monde parce qu'il était. Mais alors, c'est une icône que tu Total. places. Oui, mais que tu classes dans quel dans l'absolu. Ministère Photo, la sportive. Ministère de la Défense nationale. Voilà. Prends-le comme tu veux. Très bien. Mais est-ce qu'il a fait des Ouais. Là, je reviens Il est au foot. huitième de finaliste de la Coupe du Monde. Là, Techniquement, je lui accorde. Là, je lui accorde. Entre-temps, tu as dit qu'il a plus joué, mais est-ce qu'il a entraîné des gens? Est-ce qu'il a fait il coach? s'est sauvé à vive allure de ce monde. Walou. Non, il s'est éloigné de du football et il fait autre chose. Voilà. Quelques petits tabassages ici et là, peut-être? Pardon. Non, Ailleurs? non, c'est un gentil bonhomme. Mais tu as dit que tu avais eu l'occasion de le rencontrer. 2 fois, 3 fois, oui. Et comment ça s'est passé? Eh ben écoute, c'est assez ironique parce qu'il se trouve qu'il habite pas loin de chez moi et je ne le savais pas. Donc à bout des coups de fil, du machin, j'avais fait une interview avec Timoumi, j'avais fait Dolmi, je l'avais eu par la musique Dolmi parce que ses nièces venaient voir Moroba et finalement le billet accepte de me voir, donc j'arrive, je suis ému, hein, c'est mon idole, hein, c'est le bonhomme et il m'explique qu'on peut parler de tout sauf de foot. Ah. Je dis ok, si tu veux, donc il commence à me parler de son père. Donc traumatisme un peu aussi. C'est-à-dire qu'il a tourné, il trouve que ce monde est faux, il a tourné le dos. Bah, ça l'intéresse. Et là, il me raconte, il me dit voilà, tu sais, j'ai les documents de mon père qui était dans l'armée en Deuxième Guerre mondiale, il me donne tout, et est-ce que tu peux m'aider à faire C'est comme ça que j'ai fait des recherches au Deuxième Tabor, ça a donné une chanson, etc. Mais ensuite, donc on fait ce moment, et quelques jours après, il me rappelle avec Dolmi. Et c'est là où les deux me racontent ces histoires. Mais il y en a des dizaines des histoires de ces deux gars qui sont vraiment un pan de l'histoire du foot marocain et des personnages qui représentent la société marocaine. C'est-à-dire Dolmi, c'est le Casablancais gauchiste des années 80, surdoué sur le terrain, mais en même temps avec une grosse personnalité. Et le billet, c'est vraiment le gars du Nord, le rifin, mais vraiment plein d'orgueil et d'honneur. Voilà, et qui transparaît ça. C'est-à-dire, voilà, et il va être avec toi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Voilà, et c'est ce qui se transparaissait sur le terrain. Avant les réseaux sociaux, avant les interviews, on sentait ça. Et c'est ça ce qui est incroyable, c'est qu'une fois qu'on s'est rapproché de ces gens-là, qui parlaient jamais, ben on a trouvé finalement ce qu'on sentait. Voilà, ce qui dégageait un peu la puissance du foot. Voilà. Eh bien, écoute, moi je valide par adhésion à ton enthousiasme. Je te fais confiance. Je pense qu'Aïcha aussi, a priori. Oui, non, mais en plus, il à la fin, en précisant, il est rifin, il est droit, tout ça, moi je suis conquise. Non, mais il y a du vrai là-dedans. Moi, mais aucun doute là-dessus. Voilà. On va changer de registre, je crois, avec Aïcha qui veut nous présenter une autre icône marocaine. Absolument, ça va être compliqué de faire une transition avec le football. On a peur de rien ici. On a fait des choses encore plus... Je crois que le plus terrible qu'on ait fait, c'est Mohamed Choukri et Ahmed El Bahja. Pas mal. Alors, mon icône d'aujourd'hui, c'est Ahmed Bouanani. Alors, Ahmed Bouanani, c'est un réalisateur, un monteur, un scénariste, un écrivain, un poète, un dessinateur. C'est un monsieur qui est né à Casablanca en 1938 et qui nous a quittés en 2011. Alors mon histoire avec Bouanani commence en 2010 où par hasard dans une librairie casablancaise je tombe sur son roman L'Hôpital que j'ai d'ailleurs amené avec moi aujourd'hui et que je ne quitte pas. Ça doit être l'un de mes livres les plus précieux parce qu'il est dédicacé par Ahmed Bouanani. Et là, j'ai une claque, un roman majeur d'une qualité littéraire exceptionnelle. Et je me dis, mais comment se fait-il que... Tu n'en ai jamais entendu parler avant? Oui, et qu'on n'en parle pas. On connaît le pain nu de Choukri, on connaît les romans de Driss Raibi, mais comment on est passé à côté de ce chef-d'œuvre? Alors, L'Hôpital, c'est un roman qui a été publié au début des années 90.
et qui raconte la vie de tuberculeux, de gens malades dans un hôpital enfermés. Et c'est une allégorie de la société marocaine de l'époque, avec une critique politique, sociale très acerbe, dans un style extrêmement riche, soutenu, poétique et en même temps cru. J'ai jamais lu quelque chose comme ça de la plume d'un écrivain marocain. Donc c'était une claque. Alors Ahmed Bouanani, je savais pas grand-chose de lui. J'avais vu bien sûr Le Mirage, Sarab, qui est un film majeur dans la cinématographie nationale. Il a inventé un langage cinématographique. Il y a par exemple la première scène du film, c'est un homme qui jette des pierres dans le vide vers le ciel. Donc on a toujours l'impression qu'il y a des choses absurdes dans ce qu'il raconte, mais c'est toujours une critique assez acerbe, un regard, je dirais même parfois noir, sur la société marocaine. Et donc, je me dis, il faut absolument que je le voie, que je le rencontre. Et il avait une réputation d'ours mal léché, il recevait personne, il ne parlait pas aux médias, et puis surtout, il vivait reculé à Ait Somrer, près de Mnet. Bref, je passe les détails. Ali Safi, le réalisateur marocain, préparait un documentaire sur sa vie et il m'a aidé à entrer en contact avec lui et je suis allée à Ait Somrer et là je découvre un monsieur avec une belle chevelure blanche, entouré de 11 chats, plein de livres, des bandes dessinées, extrêmement doux, extrêmement tendre dans sa façon de parler, très ouvert au partage et puis, il m'a un peu parlé de ses œuvres. Donc, il a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Les Persiennes, qui est sublimissime. Il est extrêmement habité par tout ce qui est la mémoire marocaine. D'ailleurs, quand il a, en fait, dans son parcours, lui, il a étudié à l'ancêtre de la Fémis à Paris, l'IDEC, je pense, comme ça qu'il s'appelle l'école. Donc, c'est la meilleure école de cinéma en France et en Europe. Et quand il est rentré au Maroc, il avait comme spécialité le montage. C'est ça. Exactement. Et très vite, il a été étiqueté communiste par le Centre cinématographique marocain. Donc, on l'a empêché de faire ses films. Et il y a beaucoup d'œuvres du cinéma marocain qui ont été faites par Bouanani, signées par d'autres. Et il disait qu'il collaborait à ses propres créations. C'est quelque chose qui l'a quand même beaucoup marqué, surtout qu'il n'était absolument pas communiste. Il le disait, il racontait, il disait « j'ai été communiste une demi-heure dans ma vie ». Il recevait ses amis maoïstes, trotskistes. C'est la demi-heure où ils ont fait le rapport. Manque de bol. Voilà. Et oui, il racontait que un jour, chez sa maman, il recevait des amis trotskistes, léninistes, etc., ses amis communistes. Et puis, un de ses camarades a exprimé une opinion que lui ne partageait absolument pas. Et donc, il a objecté et son ami lui a dit dans le parti, on ne réfléchit pas, on exécute. Et bah, lui, justement, il réfléchit, il n'exécute pas. Et donc, à partir de là, il a décidé que c'était pas pour lui. Il a collaboré dans la revue Souffle avec Labi. Il a beaucoup écrit, mais il a toujours vécu, je dirais, comme un marginal parce que pas reconnu pour tout le travail qu'il faisait. Il a par exemple révélé Daoud Ouled-Sid, le réalisateur. Il a écrit tous ses films. Donc il a eu une vie créative extrêmement riche, mais pas reconnue de son vivant. Et à titre posthume, est-ce qu'aujourd'hui on sait est-ce qu'on a rendu à Bouanani ce qui est à Bouanani ou est-ce que c'est encore signé Oui, alors je vais te répondre, je veux juste raconter une petite anecdote. Quand je lui ai parlé de l'hôpital, je lui ai posé la question, mais pourquoi on ne le trouve pas? Est-ce qu'on ne peut pas le rééditer? C'est un très beau livre. Et il me dit oui, moi je l'ai trouvé dans une librairie à Casablanca. Je l'ai trouvé sous une table. Le libraire s'en servait pour caler une table qui bougeait. C'est toute une frustration. Ça doit faire mal. Si je te raconte où j'ai trouvé cet album de Roba. Tu t'habitues. Aïe. Je peux pas. Aïe. Je suis toujours surpris quand il y a des artistes. Usages, Non, quand il y a des artistes qui ont un très grand ego, parce que quand même la vie t'apprend à relativiser ta production. Aïe. Très vite.
Je pense que lui, c'est ce qu'il a vécu. Non, mais il y avait un problème avec l'éditeur, du coup. Pas parce que moi, je trouve pas ce livre. Aujourd'hui. Il a été réédité. Alors, je l'ai d'accord. trouvé depuis. Ce qui est formidable, c'est que la fille de Ahmed Bouanani, Touda, fait un travail exceptionnel pour rééditer les œuvres de son père, faire connaître ses courts-métrages. Il y a un de ses livres qui s'appelle La Septième Porte, qui vient d'être publié, qui est disponible en librairie. C'est un très très beau livre publié par les éditions Culte. C'est récent, ça, parce que je vois beaucoup de gens parler de ce livre. Oui, il vient de sortir. Il a une très belle couverture. Alors dans la couverture, il y a une personne dont il faut absolument parler, c'est Naïma Saoudi, qui est l'épouse de Ahmed Bouanani, qui est l'une des plus grandes costumières du cinéma marocain. Et dans cette couverture, elle porte un costume qui a été utilisé dans le film La quatrième source de Bouanani. Et cette photo a été prise dans le balcon de l'appartement des Bouanani, qui a malheureusement été... Celui qui a subi l'incendie. Absolument, qui a subi un incendie. Et donc, dans ce livre, La Septième Porte, il y a beaucoup de choses très personnelles de la famille Bouanani qu'on retrouve. Et je le conseille vivement. Il est extrêmement bien édité. C'est une enquête de l'histoire du cinéma marocain. C'est le seul livre qu'il aurait vraiment voulu publier. Il a fini de l'écrire en 1987. Donc, 33 ans plus tard, il vient de sortir. Et juste pour expliquer peut-être à quoi fait référence la septième porte. La septième porte dans les contes marocains, c'est la porte qu'il faut jamais ouvrir. Et c'est cette porte-là que les curieux, les cinéastes vont ouvrir. Ça fait référence certainement au 7e art aussi, quelque part. Je sais pas. Moi, en tout cas, j'en sais un petit peu plus sur Bouanani. J'attends les références. Mais j'en sais un peu plus sur Bouanani que sur Biez parce qu'effectivement, il y a quelques années, pendant la Biennale de Marrakech, 2015, me semble-t-il, sa fille, justement, et en partenariat avec Omar Barada, me semble-t-il, avait le Palais El Bahia. Ils avaient reconstitué sa bibliothèque à lui et les gens qui venaient, la Biennale avait le droit de consulter, pas sa bibliothèque, pas ses œuvres à lui, mais sa bibliothèque personnelle, Bouanani. Ses livres à lui, quoi. Et voilà. Et en fait, on découvre un peu le personnage à travers et il y avait une collection de bandes dessinées incroyable. Moi, à travers en fait ces lectures, c'est vrai que le personnage m'avait intriguée et je conseille à tous ceux qui écoutent ce podcast, s'ils ont 12 minutes, d'aller sur YouTube parce qu'il est, disponible sur YouTube, le documentaire 6-12. C'est son court-métrage. En fait. C'est un court-métrage. Alors, qui est juste extraordinaire parce que c'est Casablanca, filmé de 6h du matin à midi, un Casablanca qui n'existe plus aujourd'hui parce que je crois que c'est dans les années 60, je veux pas dire de bêtises, vous verrez. Et en fait, absolument, c'est noir et blanc, c'est vers le centre-ville de Casablanca, la musique est exceptionnelle et en fait en regardant ce court-métrage, moi je me suis dit mais les Marocains sont des Américains comme les autres. C'est vraiment, on a l'impression qu'on est dans un film new-yorkais extrêmement moderne, il est à voir absolument. Je confirme. Il est vraiment à voir et la musique est extraordinaire et du coup, ne serait-ce que pour cette œuvre-là, moi je c'est plutôt icône depuis quelques années grâce à cette œuvre-là parce que c'est un truc, c'est vraiment magique et ça, quand on n'arrête pas de dire qu'on a un problème de mémoire et de transmission, mais dans cette œuvre-là justement, il y a strictement aucun dialogue et les personnages ne sont pas les mêmes. C'est une caméra qui se balade dans Casablanca jusqu'à midi sans s'arrêter sur des personnages en particulier. Et en fait, j'ai l'impression, et je pense que tous les Marocains, en tout cas, qui ont eu des histoires de leurs parents, de leurs grands-parents, des Casablancais, en tout cas, la casa, on a tous droit à des casa qui ou la moutaxi qui te dit, en fait, dans ces 12 minutes-là, on a un shot de Casablanca qu'on nous raconte, on le voit et on le vit. Presque. Absolument. Et je pense que c'est là aussi où son talent de monteur, désolé, je parle beaucoup, mais parce que ces 12 minutes-là m'ont beaucoup marqué. Et d'ailleurs, il faut vraiment préciser quelque chose que j'ai oublié de dire, qui est très, très, très importante, c'est que le fil conducteur de l'œuvre de Bouanani, c'est la mémoire. Et d'ailleurs, il a un de ses courts-métrages qui s'appelle Mémoire 14, et il était toujours habité par cette question de on vole la mémoire des Marocains. Donc, il faut travailler sur ça, il faut essayer de la restituer, cette mémoire. On n'importe rien, on a tout chez nous. Et ce qui est très joli, c'est que lui, sa créativité, son imagination, il dit que elle est née grâce à sa grand-mère.
sa grand-mère Yemna, qui était sa bibliothèque. Il racontait qu'il avait l'impression que s'il mettait les babouches de sa grand-mère, il voyageait. Donc c'est quelque chose de très marocain chez nous, hein. Les histoires de nos grands-parents. Et lui, vraiment date le début de son écriture, ses poèmes, toute son imagination par les récits de sa grand-mère. Ahmed Bouanani, monsieur, dame. Pourquoi tu me regardes comme ça, Reda? Non, Moi, ça me perturbe. j'écoute, j'apprends des choses. Moi, je connaissais pas, j'ai pas lu l'hôpital, j'ai pas vu le Mirage, ni 6-12, mais je vais chercher tout ça parce que c'est fou qu'on n'ait pas plus de. Alors, je crois qu'il est un peu médiatisé actuellement à cause de la 7e porte. En tout cas, j'ai vu passer pas mal de choses là-dessus, mais par rapport à ce que vous dites toutes les deux, parce que vous êtes emballées et emballantes, bah, c'est peut-être tard ou peut-être pas assez, quoi. Mais je pense que c'est arrivé tard et c'est ce qui fait qu'on a l'impression de tomber sur un trésor quand on le découvre. Je pense que c'est surtout ça, contrairement à d'autres icônes non, mais puis dont même on entend moi, parler je connais pas cet artiste, mais il y a un côté un peu écorché ou un peu maudit, enfin, dans ce que tu racontes. Quand, juste l'anecdote que tu as racontée sur le sort du livre, quand tu te retires comme ça, en dehors de la sphère, Vdemnet, c'est ça? Donc, voilà. Somrar, donc tu te retires comme ça, tu es taxé de communisme, donc tu pas le bienvenu, tu signes pas tes œuvres parce que je fais que répéter ce que vous avez dit, mais quand on les met bout à bout, tu signes pas tes œuvres, mais tu travailles dedans, donc il y a une frustration immense, besoin de reconnaissance qui est pas satisfait parce que la moindre des choses, quand même, signer son travail en tant qu'artiste, c'est très dur, j'imagine. Donc quand tu ramasses tout ça, tu sens quelqu'un qui est peut-être pas très à l'aise dans son époque et qui a reculé, quoi. Et qui à l'origine d'une certaine, enfin moi ce que j'entends chez vous, c'est il y a une certaine douleur, quoi. Absolument. Heureusement, aujourd'hui, son œuvre, L'Hôpital, a été traduit en anglais, en allemand. Son œuvre est en train de voyager. Je ne dis pas qu'on va être obligé de le lire en anglais. Non. C'est facile à trouver. Non, c'est republié en français. Et en arabe aussi. En arabe aussi. Donc voilà pour cet épisode sympathique où on a rendu hommage à Mustapha Biez, en tout cas je vais aller me rattraper, et Ahmed Bouanani. Voilà, Qadam ou le Qalam. Naam. Oh, joli. Joli. Qu'est-ce classique. Au revoir. Classique, mesdames et messieurs. Au revoir. Produit avec le soutien de la MDJS.